Europe Matin, Dimitri Pavlenko. Toute la journée, Europe 1, Alban nous le disait à l'instant, faites la rentrée littéraire. Et vous, comment lisez-vous? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce qui se produit en nous lorsqu'une histoire nous captive? Ça, c'est un beau sujet philosophique, la lecture. Bonjour Peter Sandy. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes philosophe, vous êtes aussi musicologue. C'est intéressant parce qu'il y a des passerelles entre la musique et la littérature et le livre. Vous êtes aussi professeur de littérature comparée à l'université Brown aux États-Unis. Vous publiez en cette rentrée aux éditions La Découverte un livre qui s'appelle Pouvoir de la lecture, pouvoir au pluriel, de Platon au livre électronique. Votre livre, Peter Sandy, m'a un peu perturbé puisque je viens de parler d'histoires qui captivent le lecteur, qui s'emparent de lui, alors qu'on lit pour s'évader. Le mot livre nous vient du latin liber, qui veut dire libre. On est dans le champ lexical de la prison, en fait. C'est assez déroutant. Mais vous savez, j'ai été frappé en entrant dans les studios d'Europe 1 de voir ce slogan, ce très beau slogan qui est le pouvoir de l'écoute. Et mon livre s'intitule Pouvoir de la lecture. Ouais. Je crois qu'on n'a pas l'habitude d'associer le mot pouvoir ni à l'un ni à l'autre. L'écoute, on la conçoit souvent, j'y ai un peu travaillé en tant que musicologue, on la conçoit souvent comme un accueil, comme une hospitalité et comme une passivité au fond. Ouais. On prête l'oreille. Et la lecture, c'est un petit peu la même chose. Lire, on n'a pas l'habitude de penser que lire, ça a à voir avec du pouvoir. Or, je crois que dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire le lecteur, l'apprentissage de la lecture, lire, c'est au fond, ça a quelque chose à voir avec la soumission. On prête sa voix, on prête son corps, on se laisse traverser par du discours. Oui. C'est vraiment un acte de culture, en fait. C'est ça qui est important. C'est un travail sur soi. Mais où se situe le rapport de force dans le fait de lire un livre, Peter Sandy? Alors, il se situe, bon, évidemment, on dit souvent qu'en lisant, par exemple, on acquiert des connaissances critiques, on acquiert d'autres perspectives. Donc, on peut développer une sorte de contre-pouvoir par rapport au discours existant. Mais moi, j'essaye de situer aussi ces rapports de pouvoir à l'intérieur du lecteur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du lecteur, il n'y a pas une voix qui est comme on le pense souvent. J'essaye de développer l'idée qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs voix, et ce sont des voix qui sont héritées depuis un passé très très ancien. Vous savez, en Grèce antique, par exemple, c'était souvent des esclaves qui lisaient et qui lisaient à haute voix pour quelqu'un. Donc on donnait, on disait à un esclave, tiens, prends le livre et lis pour quelqu'un d'autre. Alors moi, je fais l'hypothèse que ces scènes de lecture anciennes, elles n'ont pas vraiment disparu aujourd'hui à une époque où on lit seul et pour nous-mêmes. Sauf que en nous-mêmes, nous nous commandons et nous sommes cet esclave que l'on force à lire. Voilà, on incarne en gros tous les rôles. Hein. On est à la fois cette voix un peu mécanique qui lit en nous. On est aussi celui qui écoute la lecture, et puis on est aussi celui qui de temps en temps se rappelle à soi-même, eh bien lis, fais attention, recommence, tu n'as pas bien compris, continue, etc. Il faut lire pour se cultiver, etc. Et alors vous posez cette question étrange, mais on la comprend mieux après ce que vous venez de nous dire. Vous me dites, quand je lis, qui lit? Bah oui, voilà, il y a ces deux rôles, ce commandant et ce soumis que nous sommes dans cet acte de lire. Et alors vous évoquez dans votre livre des situations dans lesquelles des personnes ont été condamnées à lire pour se racheter ou se cultiver. Et ça m'a fait penser à ces prisonniers qui profitent de leur temps d'incarcération pour entreprendre des études. Oui, alors moi ça m'a beaucoup frappé quand j'ai découvert ces cas, il y en a plusieurs, des cas juridiques, de gens qui ont été condamnés à lire parce qu'ils ont enfreint tel ou tel, enfin ils se sont mal conduits. Il y a un roman d'ailleurs, un très beau roman d'un auteur sud-américain qui s'appelle Fabio Morabito, et son roman s'intitule Le lecteur à domicile, c'est chez José Corti, et donc c'est quelqu'un qui est condamné à lire chez des gens comme une sorte de travail d'intérêt général. Voilà. Donc lire, ça peut être effectivement une sorte je dirais pas une punition, mais un impératif. Voilà, il faut lire. Mais vous avez un discours qui est à rebours complet de tout ce qu'on entend sur le plaisir de lire, sur ce plaisir de lire qui d'ailleurs grandit à mesure qu'on lit, effectivement. Il y a un travail initial, mais une fois que celui-ci est accompli, après, c'est que du bonheur, comme on dit. La formule est un peu triviale, mais vous m'avez compris. Bien sûr, mais alors j'espère que mon discours n'est pas simplement à rebours de ce qu'on dit généralement de manière un peu banale et naïve, à savoir que lire c'est un pur plaisir. C'est pas un pur plaisir, je crois que c'est un plaisir indéniable, c'est même une jubilation, ça peut être un grand bonheur, mais qui se tisse, j'ai envie de dire, qui s'entretisse avec tout ce jeu de contraintes, de pouvoir, de contre-pouvoir qui survit en nous depuis des temps très
très ancien. Moi, j'aime bien penser que le lecteur d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui hérite de millénaires d'histoire de la lecture et de toutes sortes de rôles. On le sait pas, évidemment, mais on est un théâtre historique qui est extrêmement riche et passionnant. Et alors, j'aimerais bien que vous nous disiez où est-ce qu'on en est justement dans l'histoire du livre et de la lecture. On parle beaucoup de cette bataille pour le temps de cerveau disponible. Est-ce que le livre a encore une chance face aux écrans? Vous vous posez quand même cette question qui est assez perturbante aussi. Est-ce qu'un jour les hommes pourraient arrêter de lire? Alors je pense que l'acte de lecture est en train de traverser des transformations immenses. Le livre devient un écran, on le sait. Moi je lis beaucoup sur ma tablette par exemple. Il y a beaucoup de gens, alors moi de même, et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça, qui disent c'est pas du tout pareil de lire sur tablette ou téléphone que sur un livre papier. Mais là aussi moi j'aime bien penser les choses dans une continuité, non pas une continuité, dans une perspective historique très longue. Vous savez, quand on lit sur un écran, on fait défiler le texte, par exemple une page internet. Et une page internet, en fait, ressemble beaucoup plus que ce qu'on pense au premier support. Voilà, ce qu'on appelait le volumen, qui est une espèce de volute, en fait, c'est de là que vient le mot. Donc un rouleau qu'on déroulait. On déroule une page internet. Et en même temps, donc la page internet est continue et pas feuilletée. Mais en même temps, elle est feuilletée comme un livre paginé, parce qu'il y a sans cesse des liens. Donc on clique sur un lien et on est renvoyé ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui est apparu avec l'histoire du livre paginé, où il y a des tables, des matières, des chapitres, on peut sauter d'un endroit à un autre, ce qu'on ne pouvait pas faire vraiment lorsqu'on lisait un rouleau qu'on déroule. Donc la page internet, par exemple, c'est les deux, c'est une sorte de croisement entre le volumen et ce qu'on appelait le codex en latin. Mais vous ne m'avez pas répondu, est-ce qu'on pourrait arrêter de lire ? Est-ce qu'il y a une utilité absolue de la lecture ou est-ce qu'une société peut tout à fait prospérer sans livre et sans lecteur? J'ai envie de m'approprier votre question, si vous me permettez, Bien sûr. En pensant à ce qui en serait le symétrique, à savoir, est-ce qu'on a un jour commencé à lire? Est-ce qu'on peut s'arrêter de lire? Est-ce que l'humanité s'arrêtera de lire? Ou est-ce qu'elle a commencé à lire? Alors c'est une question très intéressante. Par exemple, l'origine de la lecture, on peut penser que ça a commencé avec l'écriture. C'est sans doute pas tout à fait vrai, parce qu'on n'arrête pas de lire autre chose que des textes. On lit des traces, on lit des gestes, on lit des visages. Donc il y a de la lecture. Les peintures rupestres sont quelque part une forme de livre, c'est ça que vous nous dites? Oui, ou tout simplement des traces d'animaux, des traces des fossiles, voilà, toutes sortes de traces. En fait, lire, ça commence sans doute avec les traces, et donc même si on peut imaginer de manière utopique ou dystopique que le livre cessera d'exister tel qu'on le connaît, pourquoi pas, eh bien il y aura de la lecture. Tant qu'il y a de la trace, il y a de la lecture. Vous savez quels sont les 5 livres les plus vendus au monde? Non. Je vous les donne, hein. La Bible, le Coran, le Petit Livre Rouge, Don Quichotte et un dictionnaire chinois. Magnifique. Il n'y a qu'un seul roman. Il n'y a qu'un seul roman dans les 5. Ouais, celui que je suis en train de relire précisément ces semaines. Don Quichotte. Don Quichotte. Voilà, peut-être le premier roman de fiction de l'histoire humaine. Merci beaucoup, Peter Sandy, d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Pouvoir de la lecture au pluriel, pouvoir avec un S, de Platon au livre électronique. C'est aux éditions La Découverte. Merci. Bonne journée à vous. Merci à vous.